Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marcelo Westfred, comme voilà, je suis journaliste, j'ai 46 ans. J'ai d'abord travaillé à l'Express, le magazine L'Express. Je ne sais pas si certains l'ont lu. Donc, j'ai d'abord fait de la presse magazine. Donc, c'est des articles longs, un petit peu plus décalés par rapport à l'actualité chaude. Ensuite, je suis allé au Figaro, le journal donc un quotidien classé à droite. Et au bout de 3 ans, je suis parti au Parisien, qui est un journal qui, politiquement, n'a pas de ligne particulière. Il est lu aussi bien par des gens de gauche, de droite ou apolitiques. Voilà. J'ai pas fait d'école de journalisme. Je me suis pas dit tout de suite que je voulais être journaliste. J'avais commencé au début, je faisais autre chose. Je faisais des lettres. J'étais devenu j'ai passé des concours pour devenir prof de français. Et puis, en fait, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait un peu d'infocom, la discipline que vous suivez. Et puis, en fait, je me suis formé par les stages. Vraiment, pour moi, ça a été la meilleure de toutes les écoles. Un jour, j'ai obtenu un stage à France Info. C'était pendant la présidentielle de 2002. Et ils avaient besoin, à l'époque, je vous raconte l'anecdote, de gens... C'est-à-dire que quand on rentre en campagne présidentielle, c'est le cas actuellement, dans le sprint final, vraiment dans les dernières semaines, le temps de parole doit être égal pour tous les candidats. Oui. Que vous soyez un grand candidat ou que vous soyez un candidat très peu connu, il y a des règles en France qui font qu'à la télévision, à la radio, vous devez avoir le même temps de parole. Il y aura autant, d'ailleurs ce sera le cas, il y aura autant de temps de parole là pour Emmanuel Macron que pour, par exemple, Nathalie Arthaud, candidate de l'Outre ouvrière. Ça va être vraiment, dans les derniers jours, c'est ça. Donc il fallait... France Info cherchait des journalistes qui fassent du temps d'antenne pour des tout petits candidats. Et en 2002, il y avait de mémoire 16 candidats. Et donc, ils m'ont envoyé faire ce qu'on appelle des sons, c'est-à-dire je mettais juste le micro. Il n'y avait même pas ma voix qui passait à l'antenne. Et on avait la réaction de tout petits candidats pour que le temps d'antenne soit identique pour tout le monde. C'est comme ça que j'ai commencé, par des stages. J'ai regardé comment les gens ont fait, etc. Je me suis formé sur le tas. Voilà. Le journalisme a cette particularité que vous pouvez aussi encore vous former sur le tas, pas forcément faire des écoles de journalisme, c'est mieux, notamment pour tout ce qui est télé, radio, où il y a un peu de technicité, mais en presse écrite, je me suis formé sur le tas, et c'est comme ça que je suis arrivé de stage en stage, que je suis arrivé à l'Express, où j'ai été finalement recruté. Alors, moi aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Je suis dans les journaux, on est découpé en services, on est regroupé par services. Il y a des gens qui font du journalisme, par exemple, sportif. Donc, le soir, ils vont voir des matchs. Ils font rapidement des articles pour dire voilà comment ça s'est passé. Il y a des gens qui font du journalisme, on appelle ça le fait divers, polyjustice, infogéné. Bon, ça a plein de noms. Par exemple, ils vont aller suivre un procès. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait par exemple le procès de Nordal-Lelandais. Ça a beaucoup intéressé. Donc il y a des journalistes qui passaient leur journée au tribunal pour raconter comment ça se passait et faire leurs articles ensuite. Voilà. Il y a des journalistes qui font de l'économie. Par exemple, là, on a une guerre qui se profile en Ukraine. Ça va avoir un impact sur le prix du gaz, parce que les Russes vont sans doute fermer un peu le robinet du gaz, donc ça va monter. Bon, il y a des journalistes économie, qui racontent ça, le pouvoir d'achat, combien ça coûte, le litre d'essence, etc., le prix du gaz, de l'électricité. Et il y a des journalistes politiques, Eric en a été un éminent, qui suivent notamment toutes les campagnes. Parce qu'il y a toujours des campagnes présidentielles évidemment, mais il y a des campagnes pour savoir qui va être le maire de Saint-Denis, qui va être le président du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse. Il y a plein d'élections au fur et à mesure, tous les ans, tous les 2 ans, et les journalistes politiques, on raconte ça. Voilà. C'est des spécialités, on peut passer d'une spécialité à l'autre, mais c'est important quand même de se spécialiser parce que ça permet d'avoir ce qu'on appelle, et c'est essentiel dans notre métier, le carnet d'adresses. C'est-à-dire que quand vous avez une urgence, quand il se passe quelque chose, de pouvoir appeler quelqu'un et que cette personne vous réponde. Par exemple, en ce moment, la grande actualité, c'est la crise diplomatique et la crise militaire Ukraine-Russie. Il faut pouvoir très rapidement, et ça c'est ce que font très bien les journalistes diplos, les journalistes internationaux, pouvoir appeler un spécialiste de l'Ukraine, un spécialiste du monde militaire. Est-ce que 180 000 soldats qui sont massés à la frontière
avec l'Ukraine. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que les Ukrainiens ont moyen de se défendre? Est-ce que nous, les Français, on va être embarqués dans une guerre en Ukraine ou pas? Est-ce que l'OTAN, est-ce que l'Ukraine est dans l'OTAN, pas dans l'OTAN, elle va être dans l'OTAN, etc. C'est des spécialités. Et celui qui est spécialiste, il a une capacité à très rapidement appeler des spécialistes au téléphone ou les voir et récupérer de l'information. OK? Voilà. Marcelo, peut-être juste sur ton parcours. OK. Donc sur ton parcours un peu personnel. Donc visiblement de ce que tu dis, tu n'as pas fait donc d'école de journalisme. Mais qu'est-ce qui t'a amené finalement au journalisme? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier? Des parents, je ne sais pas, qui étaient journalistes ou pas. Qu'est-ce qui a provoqué l'étincelle? Alors, moi, j'ai toujours été passionné par l'actualité. J'ai des parents, moi je suis né en Argentine, donc j'ai des parents qui sont partis de l'Argentine au moment de la dictature. Il y a une dictature, il y en a eu plein, mais il y en a une on va dire la plus forte en 1976. Mes parents sont partis, etc. Donc, moi j'ai grandi dans un milieu qui était assez politisé, qui suivait beaucoup la politique. Pas tellement côté journaliste, mais plutôt côté activiste, etc. Donc, il y avait cette ambiance-là, donc moi ça m'a toujours intéressé. Mais j'avais pas... Et d'ailleurs, peut-être que vous êtes dans la même situation. Il y a des gens qui savent tout de suite ce qu'ils veulent faire. Et il y en a d'autres, on fait notre chemin en marchant et on se rend compte que certaines disciplines nous plaisent, d'autres non. Moi, j'ai commencé, j'ai fait des études de littérature, puis de sciences sociales. Et moi, j'aimais bien, l'idée d'écrire me plaisait. Comment on raconte, et c'est encore un truc qui me plaît, c'est-à-dire comment on raconte une histoire. Comment on fait pour qu'elle soit compréhensible. Comment on fait pour qu'elle soit attractive. Parce que le type ou la personne qui ouvre le journal ou qui regarde une émission à la télé, elle peut zapper. C'est-à-dire il faut capter l'attention de quelqu'un, faire en sorte que cette personne va lire l'article jusqu'au bout, ou va regarder l'émission jusqu'au bout, ou écouter une chronique à la radio jusqu'au bout. Et ça me plaît, indépendamment de la matière, que ce soit du sport, que ce soit de la politique, ça, je trouve ça passionnant. Voilà. Donc, le croisement des deux, aimer l'actu et aimer l'actu politique et aimer l'écriture, je me suis retrouvé à faire du journalisme. Mais en fait, j'ai fait un stage à France Info dans les conditions que je vous ai racontées tout à l'heure, même pas au début pour faire du journalisme. Je voulais faire je vous raconte, c'est anecdotique, mais je voulais faire une thèse sur comment ça fonctionne, une rédaction, etc. Ouais. Je vais faire de la sociologie des médias, rien à voir. Puis au bout d'un moment, j'ai laissé tomber ça, et j'ai dit non, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire du journalisme. Je suis resté au mois de juillet, août, à un moment où les journalistes professionnels prennent leurs vacances, et c'est là où j'ai trouvé un peu d'espace pour commencer à faire des remplacements, des piges. Pige, ça veut dire que vous êtes payé à l'article ou payé à la chronique. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé. Marcelo, de toute façon, on passera la parole évidemment aux étudiants à la fin de cette première partie, s'ils veulent en savoir plus sur le parcours. Donc, préparez vos questions si vous en avez l'intention. Aujourd'hui, donc tu as combien d'expérience? Ça fait plus de 20 ans alors. Ouais. Plus de 20 ans. Quelle observation tu fais sur les nouveaux journalistes? Par rapport à toi, peut-être à ton passé, à toi, ta formation. Aujourd'hui, comment tu pourrais les décrire? Est-ce qu'il y a plus de femmes? On parle notamment d'une féminisation de la profession. On parle aussi d'une précarisation de plus en plus de la profession. Voilà. Quelles sont les caractéristiques des nouveaux journalistes? Moi, ce que j'en vois, en tout cas, c'est mon retour. Déjà, c'est une profession qui est assez féminisée. Ce que je trouve... en fait... On peut avoir une vision un peu déformée parce que les têtes d'affiche qu'on a beaucoup vues pendant des années, encore vous êtes jeunes, mais à la télévision, c'était beaucoup des hommes. Mais en réalité, et beaucoup de patrons de médias sont encore des hommes. Mais ce qui est en train de monter de la base, c'est quand même une féminisation qui est importante. Il y a beaucoup de femmes, il y a de plus en plus maintenant. C'est important. Moi, je suis dans un journal, Le Parisien, où la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est tout un sujet. Sur les recrutements, ils font attention. Il faut que maintenant, on a recruté un homme, il faut recruter une femme. Donc, ça commence, ça s'est beaucoup féminisé, et tant mieux. Ça, c'est une bonne chose. Après, ce que je trouve très agréable dans cette profession par rapport à beaucoup de professions, vous savez, en France, on classe souvent, c'est un tort, les gens en fonction de ce qu'ils ont fait quand ils avaient 20 ans. S'ils étaient, typiquement, par exemple, les ingénieurs, s'ils ont fait l'école A plutôt que l'école B, l'école C... Pareil en commerce, les écoles sont classées, les écoles de commerce, etc. Et ce que vous avez fait à 20 ans
va un peu jouer sur toute votre carrière, toute votre vie. Ce qui est terrible parce qu'il n'y a aucune raison. On peut être très bon à 40 ans alors qu'on était moyen à 20 ans et puis l'inverse. Donc ça, le système français, il est en ce sens-là, je trouve, un petit peu rigide. Mais pas dans le journalisme. Je trouve que dans le journalisme, quasiment personne ne vous demande quelle est l'école que vous avez faite. En revanche, on vous demande pour qui vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait. Vous êtes quand même, je trouve, pas mal jugé sur moi, j'ai pas fait d'école, par exemple, sur ce que vous avez produit. Donc ça, je trouve que c'est agréable. C'est-à-dire que les gens ne sont pas étiquetés. Moi, les gens dans mon service politique, je ne sais pas quelle a été leur formation. Je ne sais pas. Il y en a un ou deux, je sais. Les autres, je ne sais pas. Et ce n'est pas le sujet. Ça, je trouve que c'est très agréable. Précarisation, tu demandais. Il y a toujours eu un système avec une minorité de gens qui sont en CDI. C'est mon cas, c'était ton cas, etc. Donc, nous, on a un salaire qui est toujours le même à la fin du mois, etc. Qu'on ait produit énormément d'articles ou pas, qu'on ait sorti des tas d'infos ou pas. Mais l'essentiel de la profession, c'est quand même des gens qui sont payés à l'article ou à la chronique, ce qu'on appelle la pige. Et là, c'est beaucoup plus précaire. Vous avez réussi, vous avez trouvé une bonne info, vous avez réussi à la vendre, c'est deux choses différentes. Il faut trouver une idée et il faut ensuite qu'un média vous dise « Tiens, j'ai un peu de budget, viens, je te le prends ». Et ensuite, vous allez être payé en fonction de la longueur. Il y a des journaux qui font des petits articles, donc vous ne serez pas beaucoup payé. D'autres qui font des gros articles très longs, donc vous serez mieux payé. Donc cette précarité-là, elle existe. Pour ceux qui s'intéressent à ce métier, c'est souvent un passage obligé. C'est rare qu'on commence tout de suite par un CDI. En général, on galère un peu, si vous me permettez l'expression, au début. Voilà. Il faut aussi faire ses preuves. Il faut aussi avoir un petit peu de chance. Moi, je me souviens qu'à l'Express, je remplaçais quelqu'un, j'ai eu un CDD d'1 an parce qu'il s'était cassé le genou. Ensuite, il y a eu un congé maternité. Bon, il faut aussi avoir de la chance. Le plus dur, c'est quand même de rentrer. C'est comme sur une autoroute, quoi. Il y a des bretelles d'autoroute, il y a des entrées d'autoroute. Il faut rentrer sur l'autoroute. Une fois qu'on est rentré, c'est quand même plus facile. Ça reste un métier avec des aléas. Le journal peut s'écrouler. Vous pouvez vous faire virer. Il peut se passer des choses. Le plus difficile est quand même de rentrer. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tellement l'école. L'école, elle donne un réseau, mais une fois que vous êtes rentré, vous pouvez rentrer sans école de journalisme. Il faut ensuite faire son trou. Et une fois qu'on est dedans, c'est plus simple. Merci. Alors, féminisation, précarisation, même si tu l'as dit, c'est un mal endémique dans la profession. Est-ce que la polyvalence est aujourd'hui une qualité? Parce que je soumets cette observation à la salle, mais on voit de plus en plus de journalistes, et je crois que tu en es un d'ailleurs, puisque tu sors ce matin, je ne sais pas si les étudiants ont pu t'entendre, mais tu sortais d'une chronique sur Radio Classique et France Inter, voilà. Donc, de la presse écrite, de la presse radio, voire même, parfois, de la presse télé. Est-ce qu'aujourd'hui, la polyvalence, c'est quelque chose qui, dans la profession, se répand? Est-ce que tu n'as pas un risque à vouloir tout faire? On ne fait plus rien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance à être facilement sur plusieurs terrains différents. Alors, moi, ma journée d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale, mais c'est une journée par semaine. Mais regardez, moi, ce matin, j'ai fait France Inter à 6h42. Autant vous dire que ça pique un petit peu parce qu'il fallait se lever tôt. J'ai remplacé mon chef sur une autre chronique à 7h24. Donc, je suis parti de France Inter, j'ai pris vite fait le métro, je suis allé à Radio Classique, qui est à côté de Gare Saint-Lazare, pour faire une autre chronique, pareil que j'ai écrite hier. Là, j'aurai un article à écrire aujourd'hui, je vous en parlerai tout à l'heure. Et ce soir, je fais BFM. Une fois par semaine, je fais BFM le soir à 8h. Je ne connais pas encore les sujets, ils me seront envoyés. Alors, regardez un peu l'avantage et le risque. Avantage, ça me fait un peu de visibilité. Puis on peut être payé sur certaines émissions, parfois non, parfois oui. Inconvénient, moi je vais recevoir tout à l'heure une liste de sujets. Est-ce que je suis spécialiste de tout? Non. Donc il y a des sujets que je connais, il y a des sujets pour lesquels voilà. Mais il y a des sujets non. Donc si par exemple ça part ce soir sur l'Ukraine, bon, j'ai fait un article sur l'Ukraine il y a 3-4 jours, mais avec un angle un peu politique. Moi je ne suis pas un spécialiste de Poutine. Je ne suis pas un spécialiste du pouvoir ukrainien, etc. Donc, c'est vrai que cette tendance à se démultiplier fait que les journalistes, parfois, deviennent un petit peu leur propre marque. On a des gens qui sont un peu des stars de la télé ou qu'on voit beaucoup.
et qui en fait sortent pas beaucoup d'infos. On est quand même, c'est ma conseil, enfin, un journaliste, c'est quand même d'abord quelqu'un qui est censé sortir des infos, raconter ce qui se passe. Or, très souvent, on a une tendance qui a été accrue par par la multiplication des chaînes de télé d'information continue, et même par une évolution de certaines radios, il y a beaucoup de commentaires aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur les plateaux, et je dis ça, et en même temps, j'y échappe pas, puisque ce soir, j'irai commenter des infos, des choses que je connais, des choses que je connais un peu moins. Vous voyez ? Donc, il y a un peu... C'est un journaliste qui coûte moins cher, parce que vous n'envoyez pas quelqu'un en Ukraine faire un reportage. Et puis, commenter, tout le monde peut avoir un avis plus ou moins argumenté. C'est plus difficile, me semble-t-il, d'aller sortir des infos. Ça demande plus d'humilité, on peut se tromper. Voilà. Donc, il y a un petit peu cette tendance-là en ce moment. Et c'est une tendance, il faut aussi être prudent, humble, parce qu'elle est un petit peu dangereuse aussi. Oui, donc c'est la qualité de l'information qui est en cause. Il y a un risque, effectivement. Parfois, sur les plateaux, vous avez des gens qui assènent des choses. Donc, ça fait des beaux débats. Mais le journalisme, ce n'est pas d'asséner des choses. Il y a des hommes politiques, il y a des gens de la société civile qui peuvent venir et défendre des idées. Mais le journaliste, il doit être normalement là pour enquêter et savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre Macron et Poutine, par exemple. Macron sort de son entretien de 5 heures lundi dernier avec Poutine. Il dit on va vers une désescalade. Donc cocorico, heureusement que j'étais là. Et Poutine, dans la foulée, via un de ses ministres, fait dire que pas du tout, il n'y a pas eu de désescalade du tout. Donc vous voyez, un même événement peut faire l'objet d'une lecture, de lectures très différentes. Le journaliste, il est censé arriver à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quelle est la bonne lecture ? Est-ce que Macron s'est fait avoir ? Est-ce qu'il a servi dans la stratégie de Poutine pour essayer d'embêter les Américains ou je ne sais pas quoi ? Ou est-ce qu'au contraire, Poutine est un fou qui dit quelque chose à quelqu'un et puis 2 heures plus tard, il dit autre chose. Voilà. Je pense que le journalisme, il est plutôt là. Et ensuite, d'autres ont vocation à commenter. C'est vrai qu'en ce moment, l'évolution du monde médiatique mélange un peu les deux. Dernière question avant que la salle éventuellement prenne la parole. Sur le parcours, parce que je pense qu'il y a des étudiants des étudiantes qui veulent en savoir un petit peu plus. Sur le parcours des futurs journalistes, quel conseil tu donnerais à des étudiants qui ont 20 ans, 21 ans, qui pourraient éventuellement embrasser la carrière? Quel conseil tu leur donnerais en termes de peut-être de parcours et de formation? Parce que tu as dit tout à l'heure que c'était, semble-t-il, une profession qui était assez ouverte. On peut en discuter. Mais quel conseil tu leur donnerais? Alors, je pense que en termes de formation, il y a des gens, par exemple, il y a plein de gens qui ont fait du droit, par exemple, en journalisme. Il y a des gens qui ont fait de l'histoire. Il y a des parcours un peu différents. Je pense qu'un fond de culture générale, ça c'est vraiment important. Ensuite, de la curiosité, parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est la curiosité. Vous devez sans arrêt vous poser des questions, vous demander qu'est-ce que je peux proposer le lendemain. Si demain, moi, j'ai plus envie de proposer des nouvelles idées, ou si j'ai plus envie de rencontrer des gens pour essayer d'avoir des infos, j'y arriverai plus. Je ne pourrai plus faire un article. Donc, je pense que la curiosité, avoir fait un parcours universitaire, d'ailleurs quel qu'il soit, encore une fois, je pense que ça c'est la base. Donc un fond de culture générale, d'écriture, il faut savoir écrire. Un fond ensuite de... qu'est-ce que j'ai dit le deuxième De culture générale, de curiosité. De curiosité, parce que ça c'est le nerf de la guerre, il faut être curieux, il faut se poser des questions. Ensuite, il y a des aptitudes aussi de sociabilité. C'est-à-dire, il faut être capable d'aller voir des gens, de leur poser des questions qu'on ne connaît pas, parce qu'on va devoir leur demander des éclairages. Il faut aussi, demain, quand vous allez démarcher un journal, une radio, une télé, montrer que vous avez de l'appétit, que vous êtes... Même, ne serait-ce que la façon dont vous allez démarcher les gens pour pouvoir avoir un boulot, c'est la même chose que si vous alliez chercher une information. Donc si vous le faites de façon ouverte, intelligente, pas trop agressive, etc., déjà le journaliste, il comprend. C'est-à-dire que moi, je me souviens que quand je cherchais du boulot, je cherchais quelle était la bonne porte d'entrée. La première chose que j'avais faite, par exemple, j'avais envoyé une lettre à tous les DRH de journaux et de radio de télé. Je crois que j'avais dû écrire 100 lettres en disant « je veux un stage ». J'avais eu 0 réponse. Pourquoi ? Parce que dans les journaux,
c'est pas les DRH, contrairement aux autres entreprises qui recrutent. C'est le chef d'un service qui va se dire, tiens, j'ai besoin d'un stagiaire pour cet été. Tiens, j'ai besoin d'un CDD pour couvrir la campagne. Tiens, j'ai besoin d'un CDI pour remplacer tel journaliste qui est parti. Donc, il faut taper à la bonne porte. Oui, mais taper à la bonne porte, c'est déjà le même travail que celui qu'un journaliste fait pour avoir une info. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je change ma façon de faire, qu'il fallait que j'essaye de trouver dans les journaux des gens que je connaisse ou à qui je pourrais écrire. Je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de leur demander un boulot, parce que les gens, c'est comme si vous demandez quelque chose à quelqu'un tout de suite, il se rétracte. En revanche, je m'étais rendu compte que si je lui demandais juste un renseignement, c'était déjà plus simple. Pardon de vous déranger, est-ce que dans votre service, il y aurait des besoins prochainement, dans les prochains mois, etc. Là, la personne qui me répondait, qui me connaissait ou qui ne me connaissait pas, elle est moins... Vous voyez, je ne lui demande pas de l'argent, je ne lui demande pas de me recruter, je lui demande juste, est-ce que demain, je ne sais pas, vous avez peut-être des départs, peut-être que vous allez ouvrir un supplément sur l'immobilier, sur n'importe quoi, et vous aurez peut-être des besoins. Et à partir de là, à qui je peux écrire? Est-ce que je peux écrire de votre part? Oui, tac, 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 vous montez dans l'organigramme. Ça s'appelle du réseautage. Ça s'appelle du réseautage, pour taper à la bonne porte. Voilà, c'est ça. Et mon dernier conseil, les stages. Moi, je n'ai pas fait d'école. Les stages, c'est fondamental. C'est vraiment un métier qui s'apprend sur le tas. Médecin, vous ne l'apprenez pas par un stage. Journaliste, vous pouvez encore l'apprendre par le stage parce que c'est quand même c'est un artisanat. Il faut apprendre à faire en faisant, en regardant comment les bons ont fait, apprendre, se faire corriger. Il ne faut pas avoir peur de se faire corriger. Encore nous, qu'avant quelques années d'ancienneté, on se fait relire nos articles. Et c'est comme vous, quand vous vous rendez un devoir, je ne sais pas comment ça s'appelle, un partiel. Un partiel, et ben vous avez quelqu'un qui vous corrige. Donc, il faut laisser les questions d'ego de côté. Il faut se dire, bon, comment à chaque fois, j'apprends et je me corrige et je m'améliore. Merci. Alors, je vais expliquer pour tout le monde. Tout le monde n'a pas lu. Il y a 2 ans. Merci. Il y a 1 an, 2 ans, j'ai un trou de mémoire. J'ai sorti un livre qui s'appelle Le Jardin secret de la République. C'est quoi? C'est une enquête sur les chasses de la République. Moi, je ne suis pas chasseur du tout, je ne connaissais rien à la chasse, mais ça m'a un peu éclaté de me dire je vais faire une enquête là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? En France, on a des domaines publics qui étaient avant des domaines royaux. Et en France, on a une tradition de chasse royale, quoi. François Ier, il allait chasser, je sais pas quoi, et donc il construisait des châteaux pour aller chasser, par exemple à Chambord. Et en France, on a gardé l'habitude à Rambouillet, à Chambord, de faire des chasses totalement secrètes, dans lesquelles on fait venir un ministre, un russe, un industriel russe, un député, un préfet, un militaire anglais, etc. Un journaliste. Des journalistes, il y en a peu, très peu, parce que c'est assez secret. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un peu de... C'est un peu... voilà, c'est un entre-soi, avec beaucoup de mecs, il faut le dire la vérité, hein, parce que là, il n'y a quasiment pas de femmes. Il y a 4400 hectares qui sont fermés au public. C'est-à-dire que vous avez peut-être visité en famille Chambord. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont allés à Chambord ici. Mais vous n'êtes pas passé, enfin, vous n'avez pas vu. Il y a toute une zone avec des miradors, ouais, des postes de tir qui sont faits depuis Pompidou, donc depuis quand même pas mal d'années, qui sont faits pour chasser du sanglier et des cerfs. Et par exemple, le président de l'Assemblée nationale, sous Hollande, il y allait souvent. Le président du Sénat, Gérard Larcher, il y va souvent. Le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, il y va souvent. François Baroin, vous en avez entendu parler peut-être, il y va souvent. En fait, je me suis dit, mais c'est un truc délirant. C'est compliqué parce que c'est totalement fermé. J'ai essayé pendant 6 mois de rentrer dans ces réseaux-là, de me faire accepter parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce qu'un journaliste vienne. Et puis, j'ai pu assister à une chasse. Et je me suis dit, je vais y aller en étant... Je ne sais pas si... la chasse, ça divise beaucoup en France. Il y a enfin, partout dans le monde. Il y a des gens qui adorent ça, notamment dans les zones rurales, et puis il y a des gens qui trouvent que ça n'a aucun sens d'avoir comme loisir de buter des sangliers. Bon, et donc je me suis dit tiens, je vais aller voir comment c'est. Donc j'ai pu assister à une chasse là-bas, et ensuite j'ai écrit mon bouquin, voilà.
Et aujourd'hui, quand il y a des sujets chasse, par exemple, il y a 2 jours, j'ai fait un article sur la chasse dans le Parisien, parce que il y a eu, je ne sais pas si vous avez eu samedi, il y a une nana, une randonneuse dans le Cantal qui s'est pris une balle. Bon. Perdue, elle n'avait rien à voir, elle se promenait et boum, elle prend une balle. Donc ça a créé... Murmure dans la salle. Visiblement, tout le monde est au courant de la balle perdue. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est pour tuer un sanglier, il faut une carabine, une balle, bon, j'ai appris tout ça, qui tire à 1000 mètres, quoi. Donc vous pouvez vraiment faire... Enfin, c'est l'équivalent d'un fusil de 14-18. C'est très dangereux, quoi. Et donc, il y a des accidents. Et comme on est en période électorale, on en reparlera, tout de suite, les candidats qui sont contre la chasse, il y en a, se sont saisis de ça en disant faut arrêter de chasser au moins pendant les week-ends, faut arrêter de chasser pendant les vacances scolaires. Et il y en a d'autres qui ont dit non, parce qu'en France, il y a quand même beaucoup de gens qui votent et qui sont chasseurs. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire que de la chance, il en faut, mais de la chance sans avoir un parcours ou sans avoir démontré une envie ou sans avoir fait un stage, par exemple, qui s'est bien passé ou tu as proposé des idées, etc., c'est quand même rare. Parce que même si tu as de la chance et tu n'as que de la chance, tu ne dures pas au bout d'un moment. Parce que il faut être bon, il faut taper aux portes. Taper aux portes pour trouver l'opportunité. Mais une fois que tu as tapé à la porte, il faut aussi montrer que tu as envie, que tu sais faire, que tu es ouvert, que tu ne poses pas un problème pour travailler dans un collectif. Parce que dans un groupe, il y a des gens qui sont là installés depuis longtemps et ils n'ont pas envie que le petit jeune arrive et lui explique la vie. Il y a peut-être des choses qu'il n'a pas envie de faire et on va envoyer le petit jeune. Moi, je me souviens, par exemple, typiquement au début de carrière, moi, je faisais beaucoup des sujets immobiliers. Ça saoule tous les journalistes professionnels de faire des sujets sur le prix de l'immobilier à Saint-Maur-des-Fossés. Voilà. Mais au contraire, moi, j'étais ravi de les faire parce que je savais que là, j'étais pas en concurrence avec les journalistes qui sont déjà installés, que c'est des articles qui sont assez longs, donc c'est plus payé, et que je peux apprendre aussi à écrire et à montrer ce que je sais faire ou à être corrigé, donc j'avance, quoi. Donc il en faut de la chance, je ne vais pas te dire le contraire, mais il en faut la chance, ça se provoque aussi. Alors, c'est un vrai sujet, surtout sur les domaines qui sont les nôtres de la politique, parce que là, celui qui écrit un article sur le PSG, l'article dans l'Équipe, dans le Parisien ou même dans la Marseillaise, il sera à peu près pareil, quoi. Là, en politique, il y a des journaux de gauche, l'Humanité par exemple, Libération, des journaux de droite, Le Figaro. Moi, j'ai travaillé dans un journal de droite, Le Figaro. Après, quelle est la ligne, quel est le poids de la ligne éditoriale? Oui, on la sent, la ligne éditoriale, et c'est normal. C'est-à-dire qu'un journal, il s'adresse à un public. Il y a des journaux c'est le cas du Parisien, qui restent sur une ligne assez neutre. Il y en a d'autres qui assument. CNews, pour ceux qui regardent la télé, assume une ligne à droite de la droite. Elle est très assumée, etc. France Inter, à l'inverse, est souvent accusé par cette partie de la droite d'avoir une ligne très à gauche. Bon, cette ligne, elle existe. Ensuite, le métier de journaliste, c'est pas un métier de propagandiste ni de commentateur politique. On n'est pas des acteurs politiques, en tout cas pas des acteurs directs. Donc, quand la table elle est noire, elle est noire. Ma chemise elle est bleue. Il y a des choses, il ne faut pas. On est là pour raconter ce qui se passe. Moi, quand j'étais au Figaro, notamment, j'ai pas eu tellement de problèmes. J'avais peur de me retrouver à ce qu'on me fasse des pressions, etc. Franchement, globalement, moi, j'ai eu la chance d'avoir jamais connu ça. Après, il y a des endroits dans les journaux qui sont des endroits où les opinions sont beaucoup plus marquées. Vous voyez ce que c'est les éditos, par exemple? L'exercice de l'édito. L'édito, moi, par exemple, c'est typiquement quelque chose que j'aimerais pas trop faire parce que c'est beaucoup plus... Enfin, c'est un exercice particulier où on se mouille plus, où on prend plus des partis pris. C'est un exercice. Mais dans un article, si par exemple, vous racontez, par exemple, actuellement, Christiane Taubira essaie de se lancer. Bon, manifestement, elle n'y arrivera pas, elle n'aura pas les parrainages. Qu'on soit dans un journal de droite ou de gauche, elle n'aura pas les parrainages. Ça s'explique pourquoi elle est partie trop tard. Elle avait un parti qui l'aidait, qui était le Parti radical de gauche, mais qui maintenant ne veut plus l'aider. Pour moi, qu'on soit journaliste de gauche ou de droite, qu'on travaille pour un journaliste de gauche, un journal de gauche ou de droite, on fait le même article. Donc, en général, quand on fait des articles de suivi,
de l'actualité, on peut heureusement ne pas être trop embarqué par la question de la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, on la voit où? On la voit dans les éditos et on la voit dans les titres et dans la hiérarchie de l'information. Qu'est-ce que le journal a décidé de mettre en premier? Les questions de sécurité, par exemple le Figaro, oui. Les questions d'immigration, d'islam, typiquement le Figaro va mettre ça en une. Nous, on a mis Poutine. Voilà. Donc ça, oui. Mais dans mon travail quotidien, j'ai eu peu d'impact direct. Oui, c'est. D'abord, non. Alors, des fois, on peut ne pas être d'accord avec certaines obsessions du journal ou certaines choses qui sont mises en avant. Ça peut arriver. Si c'était grave, je ne pourrais pas travailler dans un journal. Ça, c'est évident. Mais en général, non, j'ai pas eu de conflit ouvert. Parce qu'en général, quand même, les journaux, ils penchent plus d'un côté que d'un autre. Mais globalement, ils essaient quand même d'être... ils doivent vendre des journaux, donc ils ne peuvent pas être uniquement... après, ça devient de la propagande. Moi, je n'aurais pas travaillé pour un journal qui fait de la propagande, ça c'est vrai. C'est une bonne question parce que ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas ça il y a quelques années. Là, maintenant, les fake news, ça devient un vrai sujet. Et notamment, là, on va rentrer dans le dur de la campagne présidentielle. Et on peut avoir, dans les derniers jours, des fake news qui vont tomber. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'elles tombent à ce moment-là. Pourquoi? Parce que si vous voulez déstabiliser un camp adverse, vous ne sortez pas vos munitions tout de suite. Mais vous verrez, on peut ouvrir les paris, on est sûr de gagner, qu'il y en aura. En 2017, dans les derniers jours avant la fin de la campagne, avant le vote, il y a eu une fake news sur Macron a des comptes aux Bahamas. Ce n'était pas vrai, mais le temps que ce soit vérifié, vous semez le doute dans l'esprit de gens. Okay? Donc ça, on en aura. Et à l'encontre de Macron ou d'un autre, on verra. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué. Hein, c'est très compliqué. D'autant qu'aujourd'hui, il y a des technologies, le deepfake, par exemple, qui permettent de faire parler quelqu'un comme s'il avait parlé. Enfin, ce que vous voyez Canteloup, ceux qui voient Canteloup sur TF1, c'est cette technologie qui permet de faire parler quelqu'un, mais en fait, il n'a jamais prononcé ce discours. Donc, on va avoir un problème. D'autant qu'il y a de plus en plus de leaders populistes, on l'a vu avec Trump aux États-Unis, qui utilisent les fake news, qui l'ont dans leur stratégie. Et il y a un moment où on ne sait plus. Et on l'a eu un petit peu d'ailleurs sur le débat sanitaire. Il y a des gens qui ont sorti des trucs qui étaient complètement faux. Qu'il y ait un débat, c'est une chose. Et il faut un débat, ça, c'est pas un problème. Et on peut être pour, on peut être contre le pass vaccinal, tout ça, c'est du débat. Mais il y a des gens qui ont inventé des tas de choses, qui ont inventé. Et ces inventions, comme il y a des réseaux sociaux aujourd'hui qui sont concurrents aux médias, c'est-à-dire que des gens sont eux-mêmes des sortes de petits médias, et ben ça circule très vite. Et il y a des gens qui ont compris ça. Et il y a même des États qui ont compris ça. Il y a des États, par exemple la Russie, qui ont des stratégies de déstabilisation par l'information. Et c'est très difficile de lutter contre ça. Parce que si vous lancez tout à coup une rumeur très forte, que vous la faites sortir par 25 personnes sur Twitter, etc., ben c'est dur on rame derrière pour montrer que c'est faux. Autre question. Moi, les stages m'ont formé. Donc, j'ai eu la chance de faire des stages qui étaient intéressants avec des gens qui m'ont formé pendant les stages. C'est là aussi le choix du stage, il est essentiel. Il y a des boîtes qui prennent plein de stagiaires, ils les mettent dans un coin, et puis après, ben, hop, on tourne, on prend une autre palanquée de jeunes, et puis après, etc. Voilà. Ça n'a pas d'intérêt parce que vous avez produit des choses, vous n'avez pas vraiment de retour, vous avez travaillé quasi gratos, et puis vous n'avez pas été formé. Moi, j'ai eu la chance d'arriver, je suis arrivé au service région d'Express. Ils avaient besoin de gens pour faire des sujets sur Auxerre, sur je sais pas quoi, enfin des villes où personne ne voulait aller dans les... Voilà. Et des sujets immobiliers, des sujets politiques, des sujets historiques. Et d'avoir des maîtres de stage qui corrigeaient mes papiers. Voilà. Et moi, c'est là où j'ai le plus appris. Donc c'est vrai qu'il faut... Pour moi, mon conseil, vu par rapport à mon expérience, c'est d'avoir les stages les plus enrichissants. Et parfois, vous pouvez discuter avec d'anciens stagiaires. Toi, c'était comment ton stage? Ça valait la peine? Ça avait un intérêt? Ça n'avait pas d'intérêt? Il y a des stagiaires qui
On les voit bien, ils sont tout seuls, ils font rien, etc. Il y en a d'autres, ils ont... Donc, voilà, il faut aussi tenter de récupérer les stages les plus enrichissants et à partir de là, de vouloir se former, d'accepter toutes les critiques, de proposer des idées, de montrer que c'est vraiment un métier où il faut prendre des initiatives. C'est pas du tout un métier où on vous donne des ordres, enfin, on vous passe des consignes. Parce que comment ça se passe? Comment ils sont faits, ces articles-là? En fait, il y a une partie qui vient de la direction de la rédaction qui dit, tiens, sur l'Ukraine, c'est hyper inquiétant, on va monter là-dessus. Mais il y a une partie qui vient de ce que les journalistes proposent. Des journalistes qui vont dire, attendez, moi j'ai une très bonne info, j'ai une idée qui pourrait être intéressante, ou une idée d'angle, ce qu'on appelle un angle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va raconter. Alors je regarde là, par exemple, s'il y a quelque chose... voilà, par exemple, il y a plein de candidats en France qui sont pro-russes. C'est comme ça, en France, voilà. Mélenchon, il est plutôt pro-russe, Zemmour pro-russe, Marine Le Pen pro-russe. Donc on s'est dit, tiens, En Marche, nous, on peut proposer, puisqu'on est des journalistes politiques, comment ils réagissent. C'est difficile, si vous êtes pro-russe aujourd'hui, d'expliquer que c'est forcément la faute de l'OTAN, alors que d'un côté, il y a 180 000 hommes, et de l'autre, l'Ukraine, elle n'est même pas dans l'OTAN. Donc on s'est dit, on va regarder comment ils sont gênés aux entournures. Voilà. Donc ça, c'est une proposition qu'on fait. Donc il faut proposer les articles, c'est la confrontation entre ce qui arrive d'en haut, c'est-à-dire les directeurs qui veulent un sujet, et puis nous qui proposons. Ben, quand vous êtes stagiaire, vous proposez, et là, ils se disent, tiens, lui, il a des idées, ou elle a des idées, tiens, elle propose des choses fondamentales. Tout à l'heure, je vous ai dit dans mon parcours, moi, pourquoi la politique, ça m'intéressait. Après, je vais vous dire, moi, ce que j'aime bien aussi, dans le journalisme politique, c'est qu'on a accès à des endroits auxquels on n'aurait jamais accès, quoi. Donc, aller à l'Élysée, aller dans un avion du président, Eric a bien connu ça, aller dans des ministères. Bon, non, mais si, c'est des trucs, c'est comme aller au musée, bon, on se pince un peu pour y croire. Attention, ça appartient à la République, ça appartient à nous tous, hein, donc il n'y a pas de raison. Mais là, le métier permet d'accéder à des endroits différents, ou de voir, je ne sais pas moi, ou de voir des campagnes, comment ça se passe. C'est intéressant, les campagnes électorales, ou de discuter avec des gens qui sont connus. Voilà, ça, moi, ça a été un moteur, voilà, et ça reste un moteur, je trouve. C'est intéressant, le pouvoir, comment ça se passe, comment on prend des décisions. Il y a quand même des gens, ces 2 dernières années, qui ont pris des décisions d'obliger tout le monde à rester chez soi, par exemple, pendant des mois. C'est quand même des gens qui ont beaucoup de pouvoir, et en même temps, c'est des gens comme vous et moi, donc ils ont des moments où ils disjonctent, il y a des moments où ils sont fatigués, il y a des moments où ils ne savent pas quoi faire, il y a des moments... Bon, ça se raconte, voilà. Il y a la grande histoire et il y a la petite histoire. Il y a des rivalités, il y a des problèmes de pouvoir, et puis il y a des choix idéologiques. Il y a des gens qui pensent que la société, que la société se régule elle-même, puis il y a des gens qui pensent qu'il faut au contraire que l'État soit très fort, qui fixe les règles, etc. Donc il y a plein de choses. Ça m'intéresse. Comment je travaille? Comment on travaille? On essaye au maximum de voir des politiques. Pourquoi les voir plutôt qu'on les a au téléphone, mais on essaye de les voir. Par exemple, de déjeuner avec un ministre, avec un député, etc. Pourquoi? Parce que ça permet d'essayer de comprendre ce qui se passe. Comprendre ce qui se passe, il va me servir pour 2 choses. 1, pour écrire l'article que je dois faire aujourd'hui, et 2, pour proposer des sujets. Ce que je disais tout à l'heure à l'une d'entre vous. La question, c'est qu'il faut sans arrêt être curieux. C'est-à-dire que je dois comprendre ce qui se passe, comment la campagne de Macron est percutée par la crise ukrainienne. Macron, sa stratégie, c'est de se présenter le plus tard possible. Ce n'est pas trop grave. Il n'empêche qu'il se serait bien présenté, il se serait bien présenté juste avant le salon de l'agriculture. Donc demain ou après-demain. Le plus probable, c'est que ce sera la semaine prochaine. Parce que ça fait bizarre de discuter avec Poutine et en même temps, l'après-midi, d'aller sur un marché pour serrer des mains. Ouais. Les Français diraient, attends, c'est bizarre là. Tu veux pas plutôt passer du temps? Je vous raconte juste une anecdote. Par exemple, j'ai assisté à un déplacement qui était au Louvre-Lens. Macron était dans les Hauts-de-France. Et à un moment, il va voir cette antenne du Louvre qui se trouve à Lens. Et à un moment, il a son aide de camp, c'est-à-dire un militaire qui est toujours avec lui, qui vient le voir et qui lui dit, il y a les Américains qui veulent vous joindre.
On entend ça, on n'est pas très très loin. Et Macron, qui est en train de faire un peu des selfies, il est un peu en campagne déjà, il dit à son aide de camp, non, pas tout de suite, plus tard. Et on apprendra plus tard que finalement, il aura un coup de fil avec Biden, président américain, à 23h30. Vous voyez, non, c'est pas possible ça. Donc, s'il était vraiment complètement candidat, il serait tout le temps en campagne. Donc, ce serait compliqué. Des scènes comme celle que je viens de vous décrire, on en aurait plus. Et ce serait bizarre on va dire, de gérer une crise internationale qui est très grave, tout en étant candidat. Voilà. Donc ça, comment on va faire? Eh ben, on a des rendez-vous, on se voit, on discute, on s'appelle. Ce matin, avant de venir dans le métro, j'ai appelé, ça captait mal, un conseiller gouvernemental pour essayer de vérifier une information que j'aimerais bien sortir, parce que dans l'actualité, on fonctionne beaucoup avec l'agenda. Dans l'actualité, qu'est-ce qui va se passer? Le 24, donc c'est demain, il y a le dîner du CRIF. Le CRIF, c'est les associations juives de France qui invitent les politiques. Ça tombe demain. Il y avait les Arméniens il y a 15 jours, 3 semaines. Là, c'est la communauté juive qui invite demain. Donc, il y aura Macron, mais il y aura aussi d'autres candidats. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer au journal? Est-ce qu'on fait quelque chose avant? Et pour ça, il faut qu'on sache ce que Macron va dire. Ou est-ce qu'on n'a pas l'information? Et dans ces cas-là, on va essayer d'assister le mieux possible à cet événement, soit en étant à l'extérieur, mais en se faisant raconter au téléphone, soit en étant à l'intérieur. Et à ce moment-là, on fera un article après coup pour raconter comment Macron il a snobé Pécresse, qu'est-ce que Anne Hidalgo a dit, pourquoi Marine Le Pen et Zemmour n'ont pas été invités, etc. Sur le genre... On est découpé par spécialité au sein même de la politique. Donc il y a ceux qui suivent la gauche, il y a ceux qui suivent la droite et l'extrême droite, et il y a ceux qui suivent le pouvoir. Donc le pouvoir, on va dire, c'est le président, le gouvernement, et on va dire tous les députés qui sont dans la majorité. Okay, donc moi, on est 3, avec 2 autres collègues, à faire ça. Et donc, on va demander des rendez-vous à plusieurs journalistes, avec des ministres, par exemple. Certains, quand on les connaît bien avec le temps, on peut leur envoyer des textos. Mais attention, si vous êtes trop proche, c'est là la difficulté, si vous êtes trop proche d'une source... On va y venir. Après, quelle va être votre distance pour écrire quelque chose de dur si vous devez écrire quelque chose qui ne l'arrangera pas? Vous voyez, là, on rentre dans la grosse difficulté du journalisme politique. Comment on fait avec ces sources? Le président de la République, quand il était candidat, on pouvait le voir en 2017. Là, évidemment, comme président de la République, c'est plus difficile de le voir. On le voit, vous vous souvenez par exemple en janvier, quand il a dit qu'il avait très envie d'emmerder les non-vaccinés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette... ça avait fait une polémique. Bon, il rencontrait des lecteurs du Parisien, et nous, journalistes du Parisien, on était là, dans la salle des fêtes de l'Élysée. C'était pas nous qui posions les questions, mais c'est nous qui, très vite derrière, avons retranscrit. Il fallait transcrire, puisqu'on enregistre, et derrière, on retranscrit tout, pour pouvoir avoir l'interview dans le journal le lendemain. Et après, on est allé sur les plateaux télé pour expliquer ce qui s'était passé. C'est une question très difficile à laquelle je pense aucun journaliste n'a une réponse définitive. Il faut toujours se remettre en cause là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous apportent des informations et du coup, vous les traitez bien. Mais si vous les traitez trop bien, vous ne faites plus non plus votre métier. Vous voyez, il faut trouver sans arrêt la bonne distance. Dans ce métier, parfois, il faut se fâcher avec certaines personnes, ça fait partie du métier, parce que vous ne pouvez pas tout le temps être sympa avec tout le monde. Sinon, vous écrivez plus rien. Sinon, vous passez votre temps à dire que les gens qui vous donnent, que les gens sur lesquels vous écrivez, vous n'allez pas dire qu'ils sont toujours géniaux. Donc, il faut faire attention parce qu'à force de fréquenter les gens, vous comprenez comment ils fonctionnent. Vous comprenez leurs difficultés. Et donc, vous pouvez très vite être dans l'empathie, voire dans la sympathie. Donc, il faut faire attention. Parfois, on se fait piéger. On se rend compte qu'on est allé un peu trop loin. Et là, c'est un collègue qui dit, attends, rééquilibre un peu. Par exemple, typiquement, donc c'est ça qu'il faut bien voir. Par exemple, là, ce week-end, on a fait un article sur un peu le plan de campagne secret de Macron. Comment il va faire? Il va faire très peu de meetings. Il veut faire les choses un peu de façon solitaire. Il n'a pas envie de mettre en avant des ministres que les gens ne connaissent pas, bon, etc. On s'est dit peut-être... Et on avait en plus une interview avec le ralliement d'une ancienne ministre, Marisol Touraine, socialiste, qui disait moi, je vais voter Macron. On s'est dit, ça fait quand même très pro-Macron, tout ça. On va essayer de rééquilibrer. Donc, il faut aussi penser à pas être... à donner un peu...
à faire les ombres et les lumières, à être équilibré. Donc on s'est dit, on va montrer que tout se passe pas bien. Donc on a décidé de faire un article sur Édouard Philippe, parce qu'Édouard Philippe, vous avez vu, il n'est pas dans la campagne, il est plus populaire que Macron, donc Macron, ça l'énerve. L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre. Donc on s'est dit, on va raconter aussi qu'il y a des difficultés, tout se passe pas bien. Donc il faut arriver, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Moi par exemple, je vous vois quasiment tout le monde. Mais des fois, il y en a, on a envie de les tutoyer, notamment les conseillers gouvernementaux, c'est des gens qui ne sont pas connus, qu'on a tous les jours au téléphone. Qui peuvent avoir notre âge. Ils ont notre âge. Il y en a plein que je tutoie. Mais si par exemple, ils vont devenir ministres, je les revois. Alors, ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un que vous avez de la distance. Vous pouvez vous voyer quelqu'un et n'avoir aucune distance. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Vous pouvez tutoyer quelqu'un et pour autant, derrière, faire un article sévère parce que vous considérez que ce qu'il a fait n'est pas bien ou que simplement la réalité est différente, quoi. Marcelo. Ça, c'est une des spécificités du journalisme français, parce que ce n'est pas le cas partout. Dans les interviews politiques, on retranscrit. Donc, voilà ce qu'a dit telle personne à telle réponse. Et on envoie pour relecture aux politiques. Avantage de ça, c'est que ce que vous avez dans le journal, le politique ne peut pas dire qu'on l'a mal transcrit, parce qu'il l'a même, il l'a relu lui-même. Avantage, si jamais il s'est trompé sur un chiffre, il a dit 10 milliards et c'était 10 millions, et on corrige, ok. Inconvénient, le politique, il vous fait à peu près la pression pour que vous... Non, je ne l'ai pas dit comme ça, etc. Si, alors il arrive qu'on les envoie balader. On dit non, vous l'avez dit, il n'y a pas de raison qu'on change ça. Ça nous est arrivé en tout début de... Ça nous est arrivé avec une ministre qui s'appelle Elisabeth Moreno, qui s'occupe un peu des droits des femmes et des hommes, égalité homme-femme. Elle avait fait c'était tellement réécrit qu'on a dit non, attends, ça c'est un torchon, on publie tel qu'on l'a transcrit et c'est tout. Et ça avait fait des vagues. Mais globalement, on est quand même, c'est un point faible pour nous journalistes, soumis à cette relecture. Attention, ça peut changer, et vous qui êtes jeune, vous verrez peut-être cette évolution, peut-être vous la porterez. Il y a des journaux, par exemple, comme La Voix du Nord, ils ne font pas relire leurs interviews. Il y a de plus en plus de journaux de la presse quotidienne nationale qui disent on ne fait pas relire. Et moi, à titre personnel, là, j'engage pas mon journal, mais moi, je suis pour ne pas faire relire. Par exemple, j'ai fait vendredi un article, j'ai fait samedi, dans le journal de samedi, une petite interview d'une secrétaire d'État. L'article a été relu, comme souvent au gouvernement, ils relisent, et il y a plein de gens qui interviennent, parce que dans les relectures, il n'y a pas que le politique. Il y a Matignon, l'Élysée, tout le monde relit. Eh bien, j'ai trouvé des choses qui ne m'allaient pas, parce qu'on ne l'avait pas dit, je l'ai enlevé. J'ai considéré que ça n'avait pas sa place, je l'ai enlevé. Et il y a des choses où je reconnais que j'ai cédé un peu, j'ai dit, bon, ok, j'ai pas le temps, il m'avait renvoyé ça à 19h. Moi, à 19h, il fallait que l'article soit parti. Je ne pouvais plus entrer dans une bataille. Voilà. Donc là, je considère que journalistiquement, ce n'est pas satisfaisant. Donc ça évoluera, j'espère, je le souhaite, en tout cas à titre personnel, et peut-être que vous porterez ça vous. La réponse est non dans les cas que moi j'ai connus. Je pense que si, par exemple, j'avais travaillé, ou les gens qui travaillent, par exemple, à Valeurs Actuelles, peut-être c'est plus dur. Peut-être celui qui travaille à l'Humanité, c'est peut-être plus dur d'avoir des gens du camp complètement adverse, parce qu'ils se disent, je vais parler à quelqu'un qui va me défoncer dans le journal, donc pourquoi je lui parle, vous voyez. Mais dans le Figaro, non, parce que le Figaro, c'est un grand journal dans lequel, par exemple, il y a énormément de... Si vous voulez suivre l'actualité de la gauche, en ce moment, parmi les meilleurs articles que vous trouverez, ils sont dans le Figaro. Donc, c'est pas... Bah, c'est vrai, c'est vrai. Bah, il y en a des très bons chez nous aussi, mais le Figaro, ils ont très bons journalistes qui suivent ça. Donc, l'homme politique de gauche, il se dit, bon, j'ai passé mes messages, parce que pourquoi les hommes politiques, ils nous parlent ? Parce qu'eux, ils ont un intérêt aussi à exister et à faire passer leur message. Nous, les journalistes, est-ce qu'on reprend tous leurs messages ? Non, on en reprend une partie. Donc c'est cette rencontre entre ce qu'ils veulent et ce que nous on veut qui fait qu'il y a une rencontre. Quand on se rencontre, par exemple, si tout à l'heure, je vais prendre un café avec un politique. Le politique, il va me parler en off. Vous voyez ce que c'est le off ou pas ? Il faut expliquer un petit peu peut-être. Ok, il y a ça c'est fondamental, il y a deux modalités d'expression. Le on, c'est... vous exprimez devant une caméra. Là, par exemple, moi, je suis filmé. Ce que je dis est public. C'est on. OK ? Si demain, vous allez à la radio et vous dites Paris 8, c'est super ou c'est nul, c'est on. Vous assumez.
Ça veut dire, voilà, ça veut dire que Pierre, Paul ou Jacques, ils ont dit c'était nul. Et puis il y a le off. Le off, c'est ce que je vais dire hors micro. C'est la petite confidence. Écoute, tu me cites pas, vous me citez pas, mais Paris 8 en ce moment, les profs, ils sont comme ça. Évidemment. C'est pas faux. Fin de l'intervention. Merci, au revoir. Ou alors, Paris 8, c'est top. Surtout, il y a un prof, il s'appelle Eric Hackman, il est comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que je peux dire des choses qui... Alors, en journaliste, c'est hyper important parce que si je veux savoir comment ça se passe à Paris 8, si j'appelle la direction, ils vont me dire tout se passe bien. Si je veux vraiment savoir, je vais devoir faire du off. Racontez-moi comment ça se passe. Est-ce que tout se passe bien? Les élèves sont contents? Est-ce qu'il y a eu des profs qui étaient absents? Est-ce que les partiels ont été truqués, pas truqués? Il y a eu un problème syndical, je sais pas quoi. Donc le off, il est essentiel. Mais quel est le problème du off? C'est la manipulation. Si vous êtes journaliste et que je vous dis, bon, vous me citez pas, hein, mais Eric Hackman, il a été pris dans un réseau de pédocriminalité et en plus il trafique de la drogue, eh ben je lance une boule puante contre mon voisin sans apparaître nulle part. Vous voyez, donc énorme source de manipulation possible. Attention, vous voyez, c'est ça. Nos articles, ils sont en journalisme faits avec le off. En général, c'est ça qui nous permet d'avoir les informations. Est-ce que ça s'est bien passé entre Poutine et Macron? Le journaliste Diplo, celui qui suit ça, la seule façon de le savoir, c'est d'aller voir des diplomates, et c'est du off. Mais les diplomates, comme ils sont off, comme ils ne sont pas cités, ils peuvent aussi raconter n'importe quoi. C'est là où il faut être très vigilant et faire ce qu'on appelle le recoupement des sources. Il y a quelqu'un qui dit ça, ok, mais qu'est-ce qu'ils disent dans le camp adverse? Ah, ils disent la même chose? Ah, donc c'est peut-être vrai. Ah, ils disent pas la même chose? Ben alors, au moins, je vais faire exister les deux points de vue différents. Parce que moi, journaliste, j'arrive pas à me faire une religion sur le sujet. Ben, il y a deux points de vue. Je m'embarque pas, attention. Macron, il dit c'est cocorico, il a réussi à faire bouger Poutine. Poutine, il dit non, j'ai pas bougé. Qui a raison? Moi, je sais pas, j'y étais pas à cette réunion. Je vais mettre les deux points de vue. Je vais dire qu'il y a deux points de vue. Et je vais dire que l'opposition est en train d'expliquer que Macron, il s'est fait rouler dans la farine. Voilà. Je ne prends pas position, je ne peux pas prendre position parce que je ne sais pas. En revanche, je peux dire qu'il y a plusieurs points de vue différents. C'est l'honnêteté, quoi. Ça s'appelle l'honnêteté. C'est l'honnêteté. Au vu des infos qui viennent de tomber, il va falloir qu'on discute. Il va falloir qu'on Eric. Question suivante. 3 questions qui t'attendent sur le champ politique, Marcelo. Bonjour. Alors moi, ma question, en fait, c'était pour vous, quelles sont les limites entre le journalisme politique et le journalisme d'opinion? À partir de quand le journalisme politique il tombe vraiment dans ce qu'on appelle la presse d'opinion? Voilà, c'était juste ça ma question. Non, c'est une excellente question parce que c'est une question de l'époque. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de médias d'opinion. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? On est dans une démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, franchement, aujourd'hui, si vous voulez trouver si vous trouvez de la matière qui corresponde à vos opinions, c'est quand même très difficile de ne pas la trouver. Les gens, là, il y a beaucoup de débats en ce moment sur la question de la concentration des médias. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a 9 milliardaires qui disposent un peu de tout. Oui, c'est vrai, mais en même temps, vous trouverez en France... Enfin, c'est impossible qu'une information ne sorte pas, parce que si le journal X ne la sort pas, le journal Y la sortira. Vous avez vraiment de tout, de toutes les opinions. OK. Mais il faut aussi une presse d'information. Et la presse d'information, elle doit exister aussi, d'ailleurs, ça alimentera la presse d'opinion. Et la presse d'opinion peut aussi avoir une opinion étayée sur des vrais éléments. Pourquoi l'opinion, elle ne devrait pas avoir de l'information? Si, elle doit avoir les deux. OK. Alors là, il faut savoir un peu dans quel camp on est et faire attention. Un journaliste d'information, il sort des infos. Un journaliste, d'ailleurs, il doit sortir des infos. Quand il passe dans l'opinion pure, dans le commentaire, il sort un petit peu de sa... Merci beaucoup. Il sort un petit peu, me semble-t-il, de son activité principale. Donc c'est important, quand vous voyez des médias, de voir si vous êtes dans un média d'opinion. Par exemple, vous voyez CNews, vous pouvez être d'accord ou pas, mais c'est de l'opinion. Il y a peu d'informations. Il y a plutôt des gens qui sont en plateau et qui disent ce qu'ils pensent. Le problème de l'opinion, c'est que parfois, vous avez des gens qui sont honnêtes, c'est-à-dire ils ont regardé si les courbes du chômage, les courbes de l'immigration, les courbes de je ne sais pas quoi, et puis après, ils commentent. Mais vous avez des gens, ils ont des idées préétablies. Ils pensent que le bien, il est dans tel camp. Ils pensent que le mal, il est dans tel camp. Et à partir de là, ils déroulent leurs commentaires, indépendamment de ce qui se passe en vrai. Là, on n'est plus dans le journalisme.
Alors, des pressions, oui, pas des grosses pressions. Hein. Je suis pas, j'ai pas sorti des scandales d'État, etc. J'ai pas écrit des articles impliquant Poutine ou je sais pas qui. Vous voyez, donc bon, moi je suis un journaliste politique comme il y en a d'autres et voilà. Après, vous pouvez avoir des pressions un peu à tous les niveaux d'ailleurs, hein, pas forcément des gens très connus. Moi, j'ai beaucoup écrit d'articles sur le maire enfin l'ex-maire de Sarcelles qui s'appelle Pupponi, qui est maintenant député. J'ai eu des problèmes avec lui, il a été agressif, il a dit qu'il allait porter plainte contre moi 20 fois, etc. Bon, il arrive. J'ai eu une époque où j'écrivais, où j'ai eu des problèmes avec Ségolène Royal. Bon, voilà. Parce que j'avais écrit un article, parce qu'elle avait un compagnon à l'époque qui avait fait des filouteries, il avait fait payer un certain nombre de choses qu'il faisait avec son entreprise par le mouvement qu'elle dirigeait. Bon, elle ne m'a pas parlé pendant longtemps. Bon, il y a des choses comme ça qui arrivent, voilà. Alors, ça peut exister. Après, il y a deux types de pression, la pression directe et la pression indirecte, c'est-à-dire l'autocensure. Ça, c'est plus grave. C'est parce que c'est plus habituel. C'est-à-dire, un journaliste qui va se dire, est-ce que je creuse ça, sachant qu'après, ils vont plus me parler pendant 2 ans. Voilà, ça, il faut. C'est quand même on travaille quand même de ça. Donc, ça, c'est un sujet. Il faut, en son âme et conscience, prendre les bonnes décisions. On ne peut pas, quand on est journaliste, ne jamais rien sortir comme info, et en même temps, il faut mesurer le risque. Qui vont se retrouver sur les plateaux télé et sur lesquels nous, mêmes journalistes, moi je peux être interrogé ce soir sur la question des parrainages. Et là, je vais donner mon avis. Bah oui, je sors là un petit peu quand même de mon rôle de journaliste. Je deviens un peu commentateur. Le problème, c'est que c'est vrai, les télés, les radios, elles veulent ça en ce moment. Donc, obligé de faire un peu avec quand même. Parfois, moi, il y a des émissions où je dis non parce que je suis pas spécialiste, j'en sais rien. Alors sur ça, comment je répondrais à ça si j'étais interrogé? Ben, j'essaierai de dire, j'essaierai d'être le plus factuel possible. Oui, il y a toujours le même problème et au final, les grands candidats l'ont toujours. Ok, ça c'est pour Marine Le Pen, Zemmour, qui leur manque 100 parrainages et vous verrez qu'ils les ont parce qu'ils finiront sans doute par les avoir parce que le MoDem vient de dire qu'il leur filerait, le Premier ministre reçoit demain les associations d'élus pour qu'elles en donnent. Ce sera un scandale démocratique, quoi qu'on pense de ces candidats, que Mélenchon ne puisse pas se présenter ou que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. Après, est-ce qu'il faut changer le système? Oui, là, il y a déjà eu plein de propositions. Pourquoi ça n'a pas été fait? Question. Ensuite, Taubira, elle s'est présentée très tard, donc il y a aussi un peu ça. Vous avez des candidats, des tout petits candidats qui ont leur parrainage, et des grands candidats qui ont du mal à les avoir. Donc oui, il y a un système qu'il faut revoir. Il y a plein. Le système, il y a des gens, ils en veulent le plus possible pour montrer qu'ils sont forts et pour assécher, pour que les autres maires ne le donnent pas aux autres candidats. Ça, évidemment, ça existe. Alors, rappelons quand même qu'en France, il y a 36 000 élus. Hein. Donc, voilà. Il y a 36 000 élus et il y a au final une toute petite partie, 36 000 maires, plus les conseillers régionaux, les généraux, etc., départementaux. Il y en a plein qui peuvent donner et qui ne donnent pas. Les 3/4, ils ne donnent pas. Donc c'est plutôt là le problème, quoi. Moi, au début, j'écrivais sur des sujets très locaux, donc j'étais pas tellement confronté à ça. Après, c'est vrai que des fois, tu finis par avoir une conviction sur des sujets. Par exemple, tu parlais des parrainages, etc. Bon, moi, je comprends pas que le gouvernement ait avancé sur rien du tout, le vote par correspondance, machin. Bon, on peut avoir des maraudes, des convictions, etc. Après, les gens, ils achètent pas le journal pour savoir ce que moi, Marcelo, je pense. Donc, j'essaye de me dire, attends, ton avis, à la rigueur sur les plateaux, parce que là, ils demandent de l'opinion, mais mon avis perso, je trouve que les gens, ils s'en fichent. Donc j'essaye. Alors ça colore quand même un peu ce que tu dis, parce que tu vas choisir des angles, donc des façons d'entrer dans le sujet qui sont un peu alimentées par ce que tu penses au fond. Mais attention, le lecteur, il paye juste pour savoir, pour avoir une info, et pas avoir juste ton avis de café du commerce. Donc c'est là où il faut trouver le juste milieu. Il y a d'ailleurs une commission d'enquête au Sénat là-dessus. Bolloré, il prend de plus en plus de parts de marché. Ben non, il est à la retraite. CNews, Europe 1, sans doute maintenant le JDD, Paris Match, etc. Le phénomène, il n'est pas nouveau. Toujours eu des grands industriels en France qui ont acheté des médias. Ça se voit plus parce que lui, il fait une presse d'opinion. Alors c'est pour ça que ça se voit. Donc c'est un peu, quand on n'est pas dans la presse d'opinion, quand on ne veut pas être dans la presse d'opinion, c'est un mouvement qui fait un peu peur. Après, au point de vue démocratique, ça n'empêche pas que les informations sortent, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même une pluralité.
Il y a 3-4 chaînes d'information en continu. Il y en a une qui fait de l'opinion, il y en a d'autres qui font autre chose. Bon, je suis pas complètement alarmiste quand même. C'est le journal de ce matin. Ce matin, la personne qui a fait le lead, c'est-à-dire le gros article d'entrée de journal, c'est Henri Vernet qui suit chez nous les questions internationales. Et derrière, on a fait un article, c'est Pointemio qui l'a fait chez nous, sur les conséquences pour Macron. Ce papier sur Macron, moi je l'avais fait, par exemple moi, la semaine d'avant, parce que déjà, on était déjà sur la question ukrainienne et déjà sur la question des conséquences. La semaine dernière, déjà, ça reculait l'entrée en campagne de Macron. Ça la recule encore, a fortiori maintenant. Aujourd'hui, les sondages, ils sont omniprésents. Il y a des sondages tous les jours. Il y a même ce qu'on appelle le rolling, c'est-à-dire des instituts qui, tous les jours, corrigent leurs courbes. Plus 1, moins 0,5, etc. Il y a un côté intéressant, ça donne des tendances. Il y a un côté ridicule, puisque les marges d'erreur, elles sont de 2-3 points. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Zemmour, il est passé à 16,5% dans le sondage LCI samedi, alors qu'il était à 16%. Donc, on va sur le plateau. Moi, j'étais samedi sur un plateau télé où ils me disent Zemmour, il est passé à 16,5 alors que Marine Le Pen est à 16. Il est devant. Ben, en fait, on n'en sait rien. Vous voyez, donc c'est très compliqué parce que en fait, il y en a beaucoup. Tout le monde en fait. Le Parisien n'en faisait pas. Maintenant, ils ont changé d'avis, ils en font. Pourquoi ? Parce que ça fait de la reprise. C'est-à-dire que le sondage du jour, ben, tout le monde va le commenter. Donc, on va dire tiens, un sondage. Vous voyez, je viens de dire un sondage LCI. J'ai prononcé le nom d'une marque média. Vous voyez, ça fait de la reprise. Ces sondages, ils se sont souvent trompés. Mais on ne peut plus faire sans, puisque un candidat... Pourquoi Christiane Taubira, par exemple, elle va sans doute ne pas avoir ses... Bon, c'est un mauvais exemple, mais pourquoi par exemple, prenons Hidalgo. Anne Hidalgo, si elle est créditée 2%, 1,5%, 2% dans les sondages, donc elle n'arrive pas à créer une dynamique, tout le monde sait qu'elle n'y arrivera pas. Et donc les gens se barrent de sa campagne pour aller dans d'autres équipes. Donc vous voyez bien que le sondage, il joue un rôle. Quand Pécresse en ce moment est en train de s'effondrer dans les sondages, ben, ça joue un rôle dans sa campagne, dans son équipe. Là, ils sont en train de dire il faut qu'on se débarrasse de Ciotti, il faut qu'on fasse autrement. Ça joue un énorme rôle. Les sondages, ils ne sont pas faux dans le sens où c'est une photographie à un moment et que dans les tendances, ils disent des choses. Zemmour, il était à rien du tout, il a explosé à l'automne, il a eu un coup de mou en décembre et il remonte maintenant. Ça, c'est vrai, c'est dans tous les sondages. Mais attention, les sondages ne prennent en compte, ils ont des biais, ils ne prennent en compte essentiellement que les gens qui sont sûrs d'aller voter. Est-ce que vous êtes tous sûrs d'aller voter là ? Est-ce que vous savez tous pour qui vous allez voter ? Qui ne sait pas, pardon, c'est... Vas-y, qui ne sait pas encore pour qui va y voter ? Vous voyez ? Ben, vous êtes majoritaire. Donc vous n'apparaissez pas, vous, dans Vous les n'apparaissez pas. C'est-à-dire que vous, demain, peut-être que dans la dernière ligne droite, peut-être que la dernière semaine avant le vote, vous allez vous décider parce que vous avez discuté, parce que vous avez vu une émission, parce que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres les programmes. Et vous allez faire basculer le vote. Les régionales, les sondages se sont plantés. Les municipales, les sondages se sont plantés. Donc les sondages se plantent aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux, surtout, chez vous les jeunes, à ne pas savoir pour qui vous allez voter. Ceux qui votent le plus en France, c'est les retraités. Eux, ils savent pour qui ils vont voter. Votre catégorie, c'est celle qui ne sait pas pour qui elle va voter ou qui ne va pas aller voter. Selon que vous soyez la moitié d'entre vous à aller voter ou pas aller voter, eh ben, ça changera quelque chose. La marge d'erreur, elle est de 2-3 points. Donc 2-3 points, en général, les sondeurs, ils vous mettent un 16 au lieu d'un 15 et ça change. Et ils font ce qu'on appelle un redressement. C'est-à-dire qu'eux, ils vont... Mettons que je vous ai tous appelés. Et encore, je vous dis appelés, maintenant, les sondages se font par Internet. C'est un autre biais. Tout le monde n'a pas Internet, etc. Mettons que je vous ai tous consultés pour un sondage. OK ? Et mettons que 40% d'entre vous veuillent voter pour Éric Lachman. OK ? Moi, le sondeur, il redresse derrière. C'est-à-dire qu'il se dit, tiens, ces jeunes de Paris 8, je les ai déjà vus voter. À chaque fois, ils disent à 40% qu'ils votent pour Lachman et en fait, ils sont 30% seulement. Donc, je vais enlever 10%. Ça s'appelle un redressement. Ben ça, c'est une petite cuisine interne que tous les sondeurs font. Ah oui, mais ça, c'est pas scientifique non plus. C'est une approximation. Chaque institut redresse autrement. Donc, attention, ce sont des photographies qui sont
qu'il faut prendre en dynamique, c'est-à-dire dans le temps. Elles sont imprécises, elles ont un impact, donc on est quand même obligé. C'est un fait politique. Un candidat qui émerge ou un candidat qui s'écroule, c'est un fait politique. Mais attention, la plupart des gens, vous-même, vous ne savez pas pour qui vous avez voté, vous n'êtes pas dans les sondages. Les temps de parole donc, concernent surtout l'audiovisuel, télé, radio. Enfin, concerne exclusivement radio, télé. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier, me semble-t-il c'est 1er janvier, je ne sais plus, mais je crois que c'est 1er janvier, on est rentré dans l'équité du temps de parole. Là, on considère que... enfin, il y a des temps de parole qui sont comptabilisés. Dans toutes les rédacs, on comptabilise. Voilà. Après, on rentre dans la dernière ligne droite, dans l'égalité du temps de parole. Donc ça, c'est à partir de la campagne officielle. Dernière ligne droite, 3 semaines avant, je ne sais plus. 28 mars, je crois. 28 mars, ok. À ce moment-là, on donnera autant pour Nathalie Arthaud que pour Marine Le Pen. Macron aura la même chose que Anne Hidalgo. D'accord? Là, on est dans la période intermédiaire. C'est-à-dire que là, le CSA, qui s'appelle maintenant l'ARCOM, il regarde aussi votre poids, donc les sondages. Les sondages, ils jouent aussi sur votre temps de parole dans cette période-là. Donc, je reprends les 3 périodes. Il y a une période libre où les radios-télé faisaient ce qu'elles voulaient. Et quand il y a eu le phénomène Macron, elles se sont rendues compte que ça explosait les audiences. Il faisait 4 millions quand il passait sur BFM face à Mélenchon. Ça explosait. Donc, c'est des entreprises, hein. Elles vendent de la pub. Donc, s'il y a beaucoup de gens devant la télé, elles vendent beaucoup de pub, plus cher. Donc, elles voulaient tous faire du Zemmour. Et donc, c'est un serpent qui se mord la queue. Ouais, un chien qui se mord la C'est-à-dire queue. que ça a alimenté le phénomène. Ça n'a pas de queue un serpent, mais c'est un chien. Qui se mord. C'est un chien. Ça alimente le phénomène politique médiatique. C'est-à-dire qu'on parle plus d'un personnage parce qu'il fait plus d'audience. Mais puisqu'on en a plus parlé, eh ben, il fait encore plus d'audience et il monte dans les sondages. Vous voyez, c'est un phénomène un peu mécanique. Ok, donc septembre, il a été sur tous les plateaux. Puis on est rentré dans la phase d'équité. La phase actuelle. Moi, par exemple, samedi, j'étais à LCI le matin et je reçois un texto qui me dit on peut parler de tel candidat, mais pas trop d'un autre. Pas parce que la chaîne m'a demandé de ne pas en parler pour je sais pas quoi, mais parce que maintenant, il y a des temps de parole, on a trop fait. Il n'y a pas eu assez d'Anne Hidalgo, mais il y a eu trop de Mélenchon. Ou trop de Zemmour. Non, samedi, il y avait eu trop de Pécresse. On m'a dit il faut faire moins Pécresse. Donc on rentre dans une phase de régulation par les pouvoirs publics du temps d'antenne en fonction de l'importance estimée de chaque candidat. C'est l'ARCOM qui fait ça. Hein. L'ARCOM. L'ex-CSA. Et à partir dans quelques semaines, c'est quand même plutôt bien fait en réalité, tout le monde aura le même temps de parole. Voilà. Ça ne concerne pas la presse écrite. Nous, on fait un peu ce qu'on veut. Question. Alors c'est vrai qu'il y a eu les présidentielles passées, elles ont eu il y a eu des feuilletons à rebondissement. Mais cible à abattre, moi j'aime pas la formule, je peux pas la reprendre parce que cible à abattre, ça voudrait dire qu'on se décide qu'on veut abattre quelqu'un. Strauss-Kahn, il est arrêté par la police new-yorkaise. Hein. Il était dans son avion, on lui a dit vous redescendez parce qu'il y a une accusation de viol contre vous. Donc ça devient un fait majeur de la campagne à l'époque. Mais ça, c'est provoqué par... C'est même pas les Français, c'est les Américains. Après, je sais qu'il y a des théories complotistes, etc. Pourquoi pas, il faut les examiner. Mais il n'y a pas... C'est pas né de la volonté des journalistes politiques de se dire, tiens, on va faire tomber X ou Y. Fillon, il tombe parce qu'il y a des affaires judiciaires qui sortent. Mais qui les a sorties? Est-ce que si toi, tu te présentes, tu peux très bien avoir des ennemis qui, demain, te veulent du mal et vont voir des journalistes en disant, il a fait ci, il a fait ça. Donc ça sort dans la période électorale, ce qu'on appelle les boules puantes, parce que tu aurais des adversaires qui te veulent du mal et qui sortent des choses. Le candidat communiste, Fabien Roussel, fait une très bonne campagne, il a 4,5% là dans les sondages. Mediapart vient de sortir une enquête disant qu'il a peut-être été un emploi fictif d'assistant parlementaire il y a quelques années. Donc il y a des gens qui vous veulent du mal, qui essayent de vous faire trébucher en sortant des infos. Ça vient rarement... C'est rare, c'est pas les journalistes qui s'attaquent, c'est rare, ça peut arriver, mais c'est en général pas comme ça. En général, ce sont les rivaux. Fillon, il avait des gens qui lui voulaient du mal et qui ont sorti les infos. En général, ça vient de votre propre camp. C'est, en général, 9 fois sur 10, c'est ça. Alors ça, c'est un sujet fondamental, parce que regardez ce qui s'est passé avec Fillon. Fillon, les affaires sortent, et tout de suite, la machine judiciaire, qui est en général très lente, elle se presse et elle le met en examen, voilà. Et il est handicapé, il s'est quand même présenté, et il rate le second tour de pas grand-chose.
En général, voilà, il y a plutôt une tradition en France que les investigations, non pas journalistiques mais judiciaires, normalement se suspendent pendant les élections. Mélenchon, par exemple, lui aussi, il est inquiété sur sa affaire des assistants parlementaires, parce que probablement lui aussi utilisait les assistants parlementaires du Parlement européen, cette fois-ci, pour qu'il soit assistant parlementaire, pour qu'il fasse de la politique. Pareil pour le MoDem, etc. Il n'a pas été inquiété, parce que les juges vont attendre la présidentielle. Je pense que c'est bien, mais on a eu un contre-exemple avec Fillon, où les juges se sont pressés. Donc, il est arrivé que ce ne soit pas le cas. En général, ils suspendent un petit peu ces investigations pour ne pas troubler le jeu démocratique. Zemmour, il est très contesté par exemple, les historiens sur tout ce qu'il dit sur la Shoah, et enfin ce qu'il dit notamment sur le rôle de Pétain dans la déportation des Juifs français. Il y a plein d'historiens qui disent c'est faux. Lui dit non, moi ce que je dis, c'est vrai. Donc voilà. Ça, les journalistes rapportent le fait qu'il y a cette polémique. Il utilise des chiffres. Par exemple, il y a des polémiques sur l'immigration. Lui, il dit, il sort ses chiffres. Il y a des démographes qui disent c'est faux. Lui, il dit non, les miens sont vrais. Bon. Après, le journaliste, il doit rendre compte il doit faire, s'il peut, du fact-checking, ce qui est un mot à la mode, en disant voilà. Le problème, c'est que parfois les chiffres, il peut y avoir des polémiques sur les chiffres. Par exemple, tu parles de Zemmour. Zemmour, il parle de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, par définition, personne n'a de chiffres, puisqu'elle est clandestine. Personne ne va à la préfecture dire je suis clandestin. Donc, de toute façon, on ne sait pas. Donc, il y a une bataille de chiffres. Ensuite, le journaliste peut dénoncer, ou en tout cas peut souligner le fait que c'est en désaccord avec les chiffres et que c'est inexact, ou qu'il y a une polémique de la part des gens qui sont censés être les experts du sujet. Mais après, c'est à vous de vous positionner. Après, c'est aux citoyens de trancher. Là, ce n'est pas aux journalistes de dire, de disqualifier ou pas un homme politique. Ça, c'est en tout cas ma position. Oui, c'est une très bonne question, parce que ça, c'est l'évolution du paysage médiatique et politique actuel. Et ça, vous êtes, vous, en plein dedans, et vous y participerez. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quelques grands médias, il y avait quelques grandes chaînes, et puis quelques journalistes. Aujourd'hui, il y a plein d'entrées possibles, parce qu'en plus des canards habituels, des journaux, etc., il y a plus de chaînes, et il y a des réseaux sociaux aujourd'hui qui s'emparent de la politique. Tu parles de Twitch, effectivement, il y a d'une façon, il y a des chaînes YouTube, etc. C'est important aussi parce que la communication politique, c'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté, pour nous, les politiques, l'utilisent aussi. Ils ont leur propre chaîne YouTube, ce qui leur permet de maîtriser leur communication. Zemmour, il a annoncé sa candidature sur son réseau ou sur son Facebook. Voilà. Macron, vous verrez, quand il sera candidat la semaine prochaine, il va sans doute passer par son propre réseau. Donc ça veut dire que moi, journaliste, il n'aura pas répondu, ou peut-être pas, à un journaliste qui lui posera une question. Donc on est dans une période où nous, les journalistes, on est mis en concurrence avec d'autres interlocuteurs qui ne sont pas journalistes, ou des gens qui s'improvisent journalistes. Et les politiques, ils en jouent aussi. Parce qu'il y a des très bons, sur Twitch, tu cites Hugo Décrypte, etc. Il y a des gens très bien qui font leur travail, et donc le spectre s'ouvre du journalisme. Mais il y a aussi des gens qui sont plus borderline, et les politiques vont les utiliser pour balancer une info, parce que s'ils l'avaient demandé à un journal, ils auraient eu la question qui fâche. Là, ils n'ont pas la question qui fâche. Donc ils intègrent dans leur stratégie de communication. Regardez comment Macron a utilisé McFly et Carlito pour faire passer quelques messages, pour améliorer son image, etc. Donc aujourd'hui, ça fait partie à la fois d'une source d'information et d'une source de communication pour les politiques. Il faut la prendre en compte. Bien, il nous reste à clôturer cette intervention. Je suis très sincèrement désolé pour les frustrations éventuelles. Je sais qu'il y a encore plusieurs étudiants et étudiantes qui voulaient poser des questions. Mais voilà, il faut qu'on clôture, ne serait-ce que parce que notre collègue Marcelo doit repartir au travail. Ce n'est pas les Césars, ce n'est pas les Oscars, mais il y a quand même des remerciements que je me sens le devoir de d'abord remercier Marcelo pour son temps, sa disponibilité. Tu t'es chopé un fun club, Marcelo. Et puis il y a toujours, vous savez, aux César, aux Oscars, on parle toujours des personnes qu'on ne voit jamais. Je voudrais absolument remercier Cédric et Bruno qui sont derrière. Merci à vous, vraiment, parce que c'est des conditions de conférence qui sont extraordinaires.
une belle table, un vrai vidéoprojecteur, du vrai son, des vrais micros, ça marche. C'est très bien et mille merci à vous. Je remercie absolument Olivier aussi, qui a pris le temps, 60 ans de travail, de venir avec la caméra, de filmer. Et donc, vous aurez cette vidéo à votre disposition pour mémoire de l'intervention de Marcelo, que vous aurez un lien, ça sera en privé, d'accord, ça sera sur le YouTube étudiant P8, mais pas en public, en privé, c'est la moindre des choses. Et puis remercier évidemment les collègues qui ont participé, remercier Eric Hackman qui a permis cette conférence. Merci à vous.